Bonjour à toutes et à tous, Lucas voilà, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast Jeanne Actu, 11e semaine de NFL. Vous avez entendu parler hier des Eagles, des Lions, des Chiefs, des Broncos, des Seahawks, des Rams. Aujourd'hui, on va aborder tout le reste des rencontres de cette 11e semaine avec 32 équipes, moins 2 qui sont en repos, moins 2 qui ont joué jeudi soir, moins 6 qui ont été évoqués hier. Il reste donc 22 équipes que je divise par deux. Ça fait 11 rencontres à analyser, voilà, 11 matchs. Et avec moi aujourd'hui, si vous êtes sur YouTube, vous le voyez, il y a Raphaël Masmejean qui est toujours là le mardi, hein, il est toujours là. Mais il y a aussi Alain Mattei. Comment ça va, messieurs? Honneur à Alain, comment ça va, Alain? Bonjour, bah écoutez, ça va bien, plus fraîchement que vous, on vient d'en parler hors antenne avant de démarrer, je suis beaucoup plus au nord que tous les deux visiblement et je me les gèle, mais ça va, je reviens de 10 jours de road trip NFL, donc cool. Comment ça va, Raph, que tu fais un des premiers podcasts avec Alain depuis un moment. Il a changé, comment il est? Ça va, il a grandi ou pas? Il a grandi, les cheveux ont pas poussé malheureusement. Je pensais peut-être qu'au soleil, ça pourrait pousser un peu de Madrid, mais non, T'as vu, j'ai changé, dommage. j'ai la barbe blanche maintenant, Ah ouais, j'ai c'est un peu vrai. la Le barbe temps blanche. passe, le temps Ouais, passe. Ouais. ouais. Quand on n'a pas de cheveux, Terrible. c'est la barbe qui devient un peu plus blanche, un peu plus grise. La barbe, poivre et sel. Si Alain est là, c'est parce qu'on va parler de Madrid. Forcément, il a eu la chance d'être en Espagne pour ce match entre les Dolphins et les Commanders. On va parler de la belle victoire des Bills, on va parler des Bears aussi qui sont surprenants, Raph. On va parler d'une AFC Nord pardon, qui est très tendue. Le podcast Jeune Actu, épisode 936, c'est tout de suite. Et on commence forcément par ce match à Madrid avec les Dolphins qui ont battu les Commanders 16-13 en prolongation, un match en prolongation. Et comme je l'ai dit, Alain est là pour nous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le match, mais aussi ce qui s'est passé autour. Tu as eu la chance d'être à Madrid, Alain. Déjà, tu es arrivé quand? Tu es arrivé bien avant le match, il me semble. Je suis arrivé jeudi directement depuis Berlin. J'ai fait le touriste à Berlin parce que Raoul vous a raconté ce qui s'est passé à Berlin la semaine dernière. Moi, je suis resté faire le touriste à Berlin pendant 3 jours. Donc, je suis arrivé jeudi à Madrid, mais ça a enchaîné vite parce qu'en fait, les équipes étaient là depuis. Elles sont même arrivées avant moi. Il y avait des entraînements des Commanders et des Dolphins dès le mercredi. On sait que les équipes NFL changent un peu de tactique par rapport à l'Europe à chaque fois. Des fois, ils arrivent juste avant, etc. Là, ils sont arrivés tous très tôt. Ils sont entraînés mercredi, jeudi, vendredi. Donc, en fait, moi, le temps d'arriver jeudi, j'étais dans le bain vendredi au boulot à l'entraînement des Dolphins qui s'entraînaient au Metropolitano de l'Atlético Madrid. Les Commanders s'entraînaient dans les installations du Real, mais pas dans le stade, c'était au centre d'entraînement. Donc moi je suis allé voir les Dolphins, on a assisté un petit peu à l'entraînement, on a vu Mike McDaniel, on a vu quelques joueurs, Micah Fitzpatrick notamment, le punter aussi était en conf de presse. Donc ça a été plutôt actif finalement. Samedi c'était tout ce qui était prépa, fan zone, etc. On allait se balader un petit peu, même si c'était un peu moins bouillonnant qu'à Berlin. J'ai trouvé, il y avait eu une fan zone. Alors, ils n'ont pas eu de bol, il a fait un temps mais abominable samedi, donc la fan zone elle a pris la flotte. Enfin voilà, il pleuvait. Alors, honnêtement, c'était pas dans mon bingo d'avoir du temps correct à Berlin et d'avoir des trompes d'eau à Madrid, mais le fait est que le samedi ils ont eu le début de la fan zone, mais à partir de 13-14 heures il pleuvait des cordes, donc je pense que ça a pas aidé. Et c'était assez limité quand même à cette fan zone là qui était place d'Espagne, et après il y avait quelques petits trucs dans la ville, mais pas tant que ça. C'était surtout des groupes qui s'étaient organisés. Je salue le fan club des Dolphins d'ailleurs qui m'avait invité, j'ai pas pu venir, mais ils se retrouvaient dans un bar. Il y avait tous les fan clubs des Dolphins qui s'étaient organisés pour se retrouver dans un bar, tous les fan clubs européens. Il y a eu aussi un bar des Chiefs, si je dis pas de bêtises, des fans des Chiefs qui se sont retrouvés. Enfin, voilà, il y avait des petits trucs, mais au niveau de la NFL, c'était très centralisé, place d'Espagne. Par contre, du coup, tu as fait Berlin la semaine dernière, t'es en Erasmus en fait. Exactement, j'ai profité. Mais non, mais je suis quand même, vous êtes témoin, je suis quand même collé à mon bureau depuis un bon moment et je suis. J'ai retrouvé mes fichiers Excel, les plannings et les comptes à peine ce matin avant l'émission. Mais j'avais pas fait de match depuis 2019. Donc voilà, là j'avais envie de voyager un petit peu, mais en effet, je me suis pas mal baladé. C'était très sympa, les deux ambiances. Juste avant de parler du match, parce qu'on va en parler notamment avec Raph, mais juste, tu as rencontré les joueurs, les coachs. Comment ils sont, les joueurs, les coachs, avant un match en Europe comme ça? Est-ce que c'est différent? Tu as fait des Super Bowls aussi, il y a beaucoup plus de tension, tu les as beaucoup plus, mais est-ce que c'est différent? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être un peu en vacances ou ils sont très match quand même? C'est un match de saison régulière. Comment tu as ressenti ça? En fait, t'as un paradoxe, moi, que j'ai trouvé dès le vendredi à l'entraînement des Dolphins, c'est que
on considère beaucoup, et les journalistes, et à raison, je peux entendre, considèrent beaucoup que pour eux, c'est un truc très exotique, tu vois, qui se balade. Et donc, il y avait beaucoup de questions qui étaient qu'est-ce que vous avez pensé de la nourriture, qu'est-ce que vous avez pensé de la ville, etc. Et en fait, tu sentais que souvent, ils revenaient, bah ouais, mais en fait, nous, on est là pour bosser, on n'a pas eu le temps de voir grand-chose, on est arrivé, on s'entraîne, on mange, je sais pas si tu vois, ils ont des diététiciens. Des équipes, ils sont pas sortis taper des énormes paellas avec de la bière tous les soirs, quoi. Donc, tu sens qu'ils sont contents d'être là pour certains, qu'ils picorent ce qu'ils ont pu picorer. Mais par exemple, Mike McDaniel, le vendredi, il disait, bah moi, en fait, je suis pas sorti de ma chambre d'hôtel depuis qu'on est arrivé. J'ai fait entraînement, hôtel, et je vais aller un petit peu cet après-midi me balader. Il rappelait qu'il était major en histoire d'ailleurs quand il était à la fac, donc il voulait voir l'histoire, les monuments historiques, etc. Mais pour la plupart, en gros, il disait, on s'est baladé dans le parc qui est à côté de l'hôtel. Petit headshot, d'ailleurs, je crois que c'est Minka Fitzpatrick. J'étais assez étonné du headshot sur la ville de Miami parce que, en fait, un journaliste lui dit, ça doit vous faire du bien de pouvoir marcher dans la rue sans être reconnu. Et là, il a répondu, ce qui m'a vraiment étonné. Bah, en fait, Miami, c'est pas vraiment une ville de sport, donc à part tu à Tagovailoa, tout le monde peut marcher dans la rue sans être reconnu. En même temps, c'est vrai que Miami a cette réputation-là quand même. C'est vrai Bah, ouais, ouais, mais j'étais étonné qu'ils le disent, tu vois. oui, 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 c'est vrai qu'en tant que joueur des Dolphins, c'est plus compliqué à dire. Tu vois, Bon, et puis il y a eu ce match de dimanche, on va en parler un petit peu, et notamment là, c'est le drame. cette victoire Alors, tu parles du niveau de jeu, parce que c'est vrai que Ouais, le niveau de jeu était pas incroyable. Il y a une victoire des Dolphins 16-13 en prolongation. Tu avais une prolongation déjà. J'ai envie de parler à, deux en 2 semaines. oui, c'est vrai, deux prolongations. Écoute, au moins, tu en as eu pour ton argent, entre guillemets. Mais bon, déjà, parlons de ce match-là. Raph, il y a cette victoire des Dolphins, donc 16-13 en prolongation. Les Dolphins qui reviennent, puisqu'ils égalisent dans le quatrième quart-temps et marquent ce field goal en prolongation. C'est une deuxième victoire des Dolphins. Alain le disait, on n'est quand même pas sur un niveau de jeu incroyable, mais les Dolphins battent une équipe des Commanders, enchaînent une deuxième victoire et déjà, 4 victoires, 7 défaites, continue à penser, alors rêver peut-être au playoff. Oui, oui, on peut même élargir en disant 3 victoires en 4 matchs. Donc, tu as quand même un dernier mois, on va dire, du côté des Dolphins à cheval sur octobre-novembre, qui est plutôt positif quand on regarde de là où ils venaient. Je trouve que la défense depuis 2, 3 semaines aussi est de plus en plus intéressante. Donc, c'est pas si mal, comme tu le dis. Le contenu. Le contenu est pas de grande qualité encore, mais encore une fois, par rapport à où en étaient les Dolphins milieu octobre, faut prendre le positif et je trouve qu'on commence à retrouver notamment en attaque aussi un peu de ce qui a pu faire le succès des Dolphins il y a quelques temps avec beaucoup de courses pour Devon Achane à l'extérieur des tackles, beaucoup de schémas de course là-dessus en zone qui mettent vraiment en valeur ce joueur et donc c'est positif là-dessus. Il y a encore plein de défauts. On aura l'occasion d'y revenir en long, en large et même à travers les semaines, je pense. Mais la qualité est pas là, mais au moins, comme tu dis, il continue à y croire et c'est la preuve que McDaniel a l'air mine de rien de tenir son vestiaire. Oui, c'est vrai qu'on l'a dit déjà, et les joueurs continuent de jouer pour McDaniel. Devon Achane, tu l'as dit, il finit avec 165 yards au total, 120 à la course, 45 dans les airs. Donc c'est plutôt très, très correct pour lui, très, très solide. Alain, justement, comment t'as vécu ce match? Est-ce que pendant le match, tu sentais que les Dolphins pouvaient revenir ou un petit peu, moi c'est un peu l'idée que j'avais, c'est que je sentais les Commanders qui pouvaient résister, puis finalement ils craquent. Ils font des erreurs aussi, ces Commanders-là, alors qu'ils auraient pu gagner le match. Ils craquent et ils laissent les Dolphins gagner. Comment tu l'as ressenti, toi, sur place? En fait, moi, je ressens, notamment en voyant et en entendant Raphaël, que j'ai peut-être été un peu négatif dans le résumé, parce que sur le coup, tu es dans le stade, tu te concentres aussi sur le spectacle et sur l'offensif. C'est vrai qu'il faut saluer le boulot défensif, notamment les stops dans la red zone, ça c'est vrai. Mais comme tu dis, on avait cette impression que bon, les Commanders, c'est pas de leur faute pour le coup, il y a l'excuse des blessures, ils jouent sans leur quarterback, ils jouent sans Terry McLaurin, etc. Donc il y avait ce truc de, en effet, ils résistent, mais il y a un moment où Miami doit plier le truc, quoi. Et on voyait pas ce moment arriver, c'est ça qui était très frustrant, parce qu'on se disait, Miami doit plier ce truc-là. Raphaël le dit, il y a Devon Achane, c'est le joueur offensif du match. Globalement, c'est quand même le seul joueur offensif de ce match qu'on voit, quoi. Donc oui, il y a du positif sur Miami au niveau de cette défense et au niveau, encore une fois, de Devon Achane. Après, ça reste limité, quoi, Ouais, sur le reste. Tiens, pardon, vraie question, est-ce que, parce que je me permets, hein, Lucas, désolé, mais c'est vrai qu'on voit rarement des équipes en semaine 11. Enfin, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, nous.
ou quand on les voit au Super Bowl, c'est des groupes de vainqueurs, c'est des équipes de vainqueurs, donc l'ambiance n'est pas la même. Est-ce que t'as trouvé que ça se sentait à l'entraînement ou machin, que les Dolphins étaient un peu en dedans et que c'était un groupe bah, avec un bilan négatif en fait? Est-ce que ça se sent? Est-ce que c'est... En fait, moi, enfin, j'ai pas trouvé ça étrange, mais alors en effet, il n'y a pas une vibe hyper positive, confiante autour du groupe. J'ai pas senti ça, mais je trouve que c'était très à l'image de Mike McDaniel. Alors, psychologie de comptoir time, hein, je m'excuse d'avance, mais je trouve que Mike McDaniel, c'est un des mecs les plus fascinants que j'ai jamais vu en conférence de presse parmi les coachs NFL. Et pourquoi ça? Parce que il a une manière de s'exprimer, une voix, un ton. J'ai- les coachs NFL plus âgés, très basiques, pour avoir eu la chance de voir des Bill Belichick, des Pete Carroll, etc., tu sens que voilà, c'est des pros, etc. Mike McDaniel, il n'hésite pas des fois à se montrer un peu incertain, et tu as l'impression que dans la manière dont il parle, il alterne constamment entre des moments où il est très confiant, où il harangue il fait des blagues avec les journalistes, il harangue, etc., et puis des moments où il est plus introspectif, plus oui, bon, ça, etc. Et je trouve qu'il transmet une vibe très étrange et j'arrivais pas à savoir si des fois c'était un mec timide qui fait des trucs un peu exubérants pour comme ça, ou si c'est vraiment. Encore une fois, j'avais un mal fou à cerner Mike McDaniel, je le trouvais fascinant. Il l'a fait pendant la conférence de presse d'après-match, arriver dans la salle de presse, se faufiler sur un siège, lever la main pour poser une question à Oli Gordon en lui disant est-ce que vous pouvez nous dire à quel point vous êtes hyper bien coaché? Et donc ça fait rire tout le monde, etc. Lancer des trucs en espagnol et tout. Mais en même temps, quand il parlait, il faisait des réponses, ce que je suis en train de faire, tunnel incroyable, où il détaillait tout et où il nous endormait. Donc il alternait complètement et j'avais l'impression que c'était un peu à l'image de cette équipe. Il y a des moments où c'est hop, il y a des moments où c'est un peu down. C'était un peu étrange. Ceci étant, c'est une bonne tactique quand même quand tu es coach de faire des longues réponses bien endormantes pour que personne n'enchaîne et se dise, bon, on va. Et puis en plus, le mieux, c'est quand c'est inintéressant. Comme ça, En fait, il y a des fois, c'était intéressant au début, et après, il partait dans des détails où il rappelait quasiment les bases du football, tu sais. Genre, oui, mais alors pour gagner, il faut quand même c'est une bien série Netflix en fait. courir. Comment? C'était une série Netflix en fait. Tu sais, les séries Netflix sur le sport comme F1, ben, quand tu Oui, joues le premier, ben, t'es premier. Ben, ça, et c'est ben, il y avait des moments de ça où quelqu'un lui pose une question, vous êtes plus performant au sol, etc. depuis quelques temps. Et c'était vraiment oui, parce que pour gagner, il faut bien courir, et pour bien courir, il faut faire ça. Et je me disais, mais il nous emmène où? Il fait un tuto? Ou, enfin, c'était assez étrange, ouais. pas loin. Bon, on a beaucoup parlé des Dolphins, mais quand même, Raph, j'aimerais évoquer ces Commanders qui, comme le disait comme le disait Alain, qui ont tenté d'être solides, mais qui ne marquent que 13 points. Alors oui, il y a beaucoup de blessures, mais tu parlais du bilan négatif des Dolphins, qui sont quand même à 4 victoires, 7 défaites. Pour les Commanders, c'est 3 victoires, 8 défaites. On parle quand même d'une équipe qui était en finale de conférence l'an dernier, avec qui on avait beaucoup d'attentes quand même cette année. Et là, il semblerait quand même que cette saison, elle semble très compliquée, voire perdue. Oui, la saison est perdue, on peut le dire. Je vois pas comment ils remontent là d'ici la fin de saison avec des défauts. Même si finalement dans ce match, en tout cas sur la défense, je trouvais qu'il y avait des trucs intéressants. Faut noter quand même que c'était le premier match de l'année que Dan Quinn appelait en défense. Il a décidé de reprendre le play calling défensif. Et à quelque part, les Commanders sont pas loin de faire leur meilleur match de l'année en défense. Donc il y a peut-être quand même quelque chose à creuser là-dessus de la part de Dan Quinn pour l'an prochain. Parce que bon, d'ici la fin de saison, voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même à noter. Après, pour te rejoindre ton propos, le principal problème de toute manière de cette saison, c'est un peu l'attaque de Washington qui a jamais vraiment décollé en début de saison avec Jaden Daniels. La défense en plus était pas bonne. Et là, cette fois, pour une fois que tu as de la défense correcte, c'est l'attaque qui se plante avec un 0 sur 3 en red zone, 2 field goals ratés. Les 6 points ratés au pied à la fin, quand tu vas en prolongation, c'est quand même assez coûteux. Donc voilà, et pour une fois que la défense elle est à peu près, l'attaque n'y est pas, et t'as l'impression que oui, ces Commanders ont jamais été au bon moment cette saison en même temps, et saison ratée complètement. Ouais. Ouais, saison compliquée pour ces deux équipes qui seront en repos la semaine prochaine. Les Commanders, ils joueront les Broncos, donc en plus, ça va être compliqué. Alain, juste pour terminer, parce que on est très long et tu sais très bien, après, le chef, il va m'engueuler parce que le podcast, il est long. Donc Mais juste, je voudrais parler quand même de l'ambiance dans Ouais. ce match-là, parce que Santiago Bernabéu, quand même, le stade du Real, qui est neuf, et cette ambiance, et puis en comparaison avec Berlin aussi, tu as fait Berlin la semaine d'avant. Alors, sans être trop dur avec le public espagnol, il y a un monde d'écart avec l'Allemagne.
Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en termes d'ambiance, mais parce que je pense que Raoul a dû le dire la semaine dernière, mais j'ai jamais vu un stade NFL aussi chaud qu'à Berlin. Donc évidemment, c'était dur de suivre. Mais moi, j'ai trouvé quand même l'ambiance vraiment assez faiblarde. Alors, ils n'ont pas été aidés par le niveau de jeu, mais pour le coup, à Berlin, les supporters prenaient vraiment le relais quoi, quand il y avait du mou. Là, on sentait quand même que même en termes de timing, savoir ce qui se passait, à quel moment fallait réagir, il y avait des moments où on leur demandait de faire du bruit. Quand les Dolphins étaient en défense pour les aider, ça faisait pas de bruit. Par contre, à un moment, on a eu des encouragements pour les Dolphins quand ils étaient en attaque. Tu vois, ils faisaient du bruit pour l'attaque des Dolphins, donc c'était un peu étrange. Et en fait, j'ai eu l'impression que le moment le plus chaud, c'était le show de mi-temps, tu vois, donc c'était un peu étrange. Après, visiblement, il y a eu pas mal de problèmes. Le stade était à moitié rempli à une demi-heure du coup d'envoi. Moi, des retours que j'ai eu de certains auditeurs par message, c'était qu'il y avait énormément de problèmes avec la sécurité et l'accès sur le parvis. Donc, ils ont mis un temps fou à rentrer. Faut dire que c'est pareil, c'est pas aussi large et facile qu'à Berlin, parce que là, c'est en plein centre-ville, il y avait quand même pas mal de sécurité. Donc voilà, un petit ton au-dessous. Par contre, le Bernabeu, alors là, il n'y a pas match. C'est incroyable. Le stade est incroyable. Vraiment, c'est magnifique, c'est couvert, il y a les écrans géants. Enfin, ouah, c'est incroyable. Et autant je disais, Berlin, c'est la meilleure ambiance que j'ai jamais vue. Autant, et si je vais dans le détail, c'est un peu pour nous, mais les conditions de travail pour les journalistes, bah, là pour le coup, c'est imbattable. Je pense que c'est même mieux que les matchs de Londres. C'était 10 fois mieux que Berlin, où là par contre, les conditions de travail pour les journalistes, on crevait de froid, et puis surtout la salle de presse était à un quart de stade de là où on était, il fallait aller au troisième sous-sol, etc. Là, tu rentres dans le stade. Alors c'est impressionnant, tu vas au huitième étage en escalator. Moi qui ai un peu le vertige sur le dernier, c'était un peu chancelant. Mais une fois que tu es en haut, tu as une salle de presse avec une vue sur Madrid, ton buffet, ton machin, la porte de derrière, t'as ta tribune de presse, t'es installé, c'est royal. Non, non, vraiment, c'était. Voilà, le stade, par contre, c'est incroyable. On est clairement sur un des plus beaux stades d'Europe, hein. Il a été rénové il y a peu de temps. Mm. Déjà que c'est un stade historique, donc c'est vrai que c'est pas mal. Bah, écoute, merci Alain, tu voulais conclure, ouais? Ouais, je voulais juste. Est-ce qu'on peut juste 30 secondes parler de Mike McDaniel qui prend pas le field goal à 1 minute 40 de la fin contre une équipe qui lui a marqué qu'un seul touchdown dans ce match? Vous aviez été aussi étonné que nous devant l'écran ou L'ayatollah de la quatrième tentative est avec nous, donc on va demander ça à Raph, hein. Je sais pas, franchement sur le moment, je sais pas si c'est parce que je l'ai maté en replay le match et que du coup j'ai pas eu le côté en direct et connaissant le résultat, tout m'a semblé logique. Donc je sais pas, je suis pas étonné sur le moment, Parce que mais s'il le perd, il a les Joe quand même, hein. oui, oui. Oui. C'est parce qu'en face, c'est une équipe qui avance pas, tu vois. Donc je comprends pas pourquoi tu prends pas les 3 points Hmm. alors qu'ils t'ont mis qu'un seul touchdown. Inexplicable pour moi le play call, hein. Après, c'est toujours l'idée de, même si ça se loupe, au moins l'équipe elle est loin sur son terrain, donc elle avance pas, donc elle a encore moins de chance. Mais c'est vrai que écoute, il gagne ce match, donc c'est vrai que pour ça il est sauvé par le résultat. Mais c'est vrai qu'on en aurait peut-être un peu plus parlé si ça avait été. On rappelle que les commentaires sont le ballon pour commencer la prolongation d'ailleurs. Oui, oui, l'interception aussi est bien sentie. Juste avant de vous quitter, je dis juste un tout petit merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages pour proposer de boire des bières, que ce soit à Berlin ou à Madrid. On n'a pas pu dire oui à tout le monde, on pouvait pas être partout, mais c'est très très gentil. Donc une bise à tous et à ceux qu'on a vus, parce qu'on a quand même croisé des gens, que ce soit à l'aéroport notamment ou dans le stade à Madrid, qui nous ont salués. Donc ça fait toujours plaisir de rencontrer les auditeurs. Donc merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous retrouver Alain en tournée dans toute l'Europe. Exactement. La semaine prochaine, bah, il y a pas de match en Europe, mais peut-être que l'année prochaine, il y aura peut-être un. Voilà, il y a beaucoup d'infos. N'hésitez pas à aller sur le site aussi, parce que on n'en a pas parlé, mais il y a des infos aussi. C'est toujours le moment où les cadres de la NFL donnent quelques infos, saupoudrent un petit peu, des rumeurs qui circulent aussi. Donc n'hésitez pas à aller sur le site pour voir les infos. Il n'a pas que visité Berlin et Madrid. Avec Raoul, il y a eu pas mal de choses. Alain, on va te dire merci. Tu nous quittes parce qu'en plus, tu étais à Madrid, donc tu n'as pas pu suivre le reste des matchs. Pas assez pour être aussi pertinent que vous. Ah, écoute, surtout Raph. Mais bon, on va devoir faire tous les matchs en 2 minutes désormais parce que sinon, je vais me faire engueuler pour le timing. Mais bon, tu comprends. Tu peux dépasser un peu. J'ai parlé Allez, au rédac chef, il a dit que tu peux aller jusqu'à 1h10. c'est cool, c'est cool. Bah écoute, on va enchaîner justement avec les Bears. Allez, à bientôt, messieurs.
Les Chicago Bears qui sont étonnamment premiers de cette NFC Nord. C'est pour ça qu'on voulait commencer ce podcast après l'épisode madrilène. On voulait commencer ce podcast avec les Bears. Des Bears qui se sont fait peur face aux Vikings parce qu'ils menaient 16-3 au début du quatrième quart-temps. On pensait que la rencontre était pliée parce que Minnesota avait beaucoup de mal à faire avancer le ballon. Mais il y a eu deux touchdowns des Vikings dans ce quatrième quart-temps. Il a fallu un coup de pied à la dernière seconde de Chicago, qui a été bien aidé notamment par un retour de kick-off de 56 yards pour l'emporter, 17-19. Raph, c'est une victoire méritée des Bears, mais on a cru quand même qu'elle allait leur filer entre les doigts en fin de match. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce petit vent de panique du côté de Chicago sur la fin de match, comme tu le dis, avec ce retard comblé par les Vikings et qui a même mis complètement en difficulté Chicago. Maintenant, une des nouvelles spécialités de ce Chicago-là, de ces Bears-là, c'est d'aller gagner le match dans les derniers instants. Ça fait plusieurs semaines qu'ils le font. Il y a une sorte de sérénité qui se dégage quand même malgré tout de ce groupe dans ces instants-là. Et ils ont été capables de le faire une nouvelle fois, clairement. Oui, c'est la cinquième fois qu'ils reviennent dans les deux dernières minutes cette saison. Et clairement, l'an dernier, c'était un match qui perdait. Peut-être même en début de saison, c'était un match qui perdait. On se rappelle le match aller, entre guillemets, face aux Vikings. C'était le cas, ils étaient devant et JJ McCarthy était revenu. Et on voit des Bears un peu plus matures désormais, même s'ils sont jeunes, même si le coach est jeune. En tout cas, il est novice en tant que coach principal. On voit des Bears qui sont plus matures et qui, du coup, sont premiers de cette NFC Nord. Ça aussi, c'est bon signe pour eux. Oui, c'est bon signe, cette maturité, tu t'en parles. Ben Johnson semble clairement l'avoir amené. Peut-être qu'aussi, je trouve que Caleb Williams l'incarne de plus en plus. Il fait pas des grandes prestations, c'est pas encore un quarterback qui envoie le ballon dans tous les sens, qui trouve tout un tas de receveurs et qui fait gagner son équipe, ça on en sera tous d'accord. Maintenant, je trouve qu'il commence à être de plus en plus serein, peut-être aussi aidé par une ligne offensive renforcée, hein, cette intersaison. Ils ont mis beaucoup d'argent là-dessus. Et donc, il a un peu plus de temps, ou en tout cas, il se sent plus à l'aise dedans. Et je trouve que du coup, dans ce match, malgré le fait que Brian Flores ait blitzé Caleb Williams sur 66% des snaps, donc vraiment, il a tenté de le déstabiliser, de lui mettre la pression. On a un Caleb Williams qui fait peu d'erreurs. Qu'on fait pas même, j'ai envie de dire, qui est assez clutch sur les passes en fin de match. Et ça, le fait que le quarterback aussi progresse là-dessus, aidé par un peu tout le monde, on l'a dit, ça permet à cette équipe, ça élève le niveau de jeu de l'équipe, en tout cas dans ces instants-là. Et c'est positif parce que, comme tu l'as dit, après 11 semaines, je pense sincèrement que personne ne pensait que Chicago serait en tête de la NFC Nord. Ou alors, en tout cas, quelques fans hardcore, on va dire. Mais globalement, personne s'y attendait. Et c'est le mérite d'un progrès collectif, clairement. Ouais, 7 victoires, 3 défaites seulement pour les Bears. Et tu l'as dit, un Caleb Williams qui n'est pas parfait, mais qui progresse et qui surtout ne fait pas d'erreur. Tu l'as dit, blitzé quasiment 2 fois sur 3 sur les 36 tentatives de passe. En tout cas, les 36 fois où il a reculé pour passer, il a été blitzé à 24 reprises. C'est le plus haut total, en tout cas le plus haut pourcentage de la saison. Et il fait pas d'erreur. En revanche, de l'autre côté, on a un JJ McCarthy, parce qu'il faut en parler, qui est plutôt très inquiétant. Alors oui, il y a 2 touchdowns, mais il y a un bon nombre de lancers qui auraient pu. Enfin, il y a 2 interceptions, mais il y a Hmm. aussi un bon nombre de lancers qui auraient pu finir en interception ou tout simplement qui sont très imprécis. C'est quand même très inquiétant de la part de JJ McCarthy. J'ai l'impression qu'on le dit quand même toutes les semaines. C'est des joueurs qui ont été draftés lors de la même draft. Il est drafté l'an dernier, alors il n'a pas joué, JJ McCarthy, mais on sent quand même, par rapport à Caleb Williams, qu'il y a un vrai niveau de retard en termes de maturité, en termes de précision de passe. Et là, c'est très inquiétant. Oui, oui, il y a un vrai niveau de retard. Alors, c'est sûr qu'on a toujours, on danse, on sait pas trop sur quel pied danser avec McCarthy dans le sens où année rookie blanche. Là, en plus, il a loupé quelques matchs cette saison et donc finalement, c'est quoi son cinquième, sixième match réellement titulaire. Et donc, t'es toujours un peu la pédale de frein, j'ai envie de dire, en disant oui, bon, ça fait que 5 matchs, peut-être que. Mais là où je te rejoins, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses très inquiétantes sur la suite d'une carrière en NFL. Cette imprécision sur les passes en profondeur, il a été catastrophique. Incapable de trouver la bonne distance, sous-dosé, surdosé, pas bien ajusté. Euh, il lance pour 75, 74 yards sur les 8 ou 9 premières séries, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment pas bon. Et il y a cette fin de match qui le sauve un peu son bilan individuel, mais pendant 56 minutes, c'est catastrophique. Et en plus, je trouve que sa prestation est d'autant plus inquiétante que c'est peut-être le meilleur match de sa ligne offensive. Sa ligne offensive était pas mal. Il y a eu le retour de Ryan Kelly au centre qui a fait du bien.
Donc le voir sortir ce match-là dans ces conditions-là, face à un pass rush des Bears qui a été un peu annihilé une bonne partie du match, c'est très très inquiétant. Et en tout cas sur cette saison, le pari de Minnesota d'avoir laissé partir Darnold, etc. pour McCarthy est tombé à plat et la saison est ratée. Enfin, il y a pas de doute là-dessus. Oui, et JJ McCarthy il finit à 16 sur 32, 150 yards, un touchdown et deux interceptions. De l'autre côté, je ne l'ai pas dit, Caleb Williams, 16 sur 32 aussi, 193 yards, zéro touchdown, zéro interception. Mais c'est vrai que l'impression visuelle est bien meilleure pour Caleb Williams. Alors oui, si on veut voir le verre à moitié plein, il y a quand même ce drive qui permet aux Vikings de repasser devant en fin de match, hein. 10 jeux, 86 yards oui, c'est un verre à moitié, Ouais, moitié, moitié. ouais. Si on veut voir le fond le fond d'eau qui reste dans le verre, c'est ce drive-là. JJ McCarthy qui, quand même, sur ce drive-là, lance 76 Oui, yards. oui. Donc, vous l'aurez compris, c'est quasiment la moitié de ce qu'il avait lancé lors de tout le match. Mais au moins, il lance ce touchdown aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup trop faible. Là aussi, je suis d'accord avec toi, la ligne offensive était bonne. Le jeu au sol était plutôt bon sur ce match-là, ce qui aurait pu lui permettre sur les play action. On le sait que Kevin O'Connell aime beaucoup les play action d'être bon, mais ça n'a pas marché du tout. Et comme tu l'as dit, Raph, pour conclure, les playoffs s'éloignent beaucoup pour les Vikings parce qu'on l'a Mhm. dit, les Bears sont devant. Alors les Lions sont perdus, mais ils sont toujours devant. On va parler des Packers dans un instant. Ça semble quand même très compliqué pour les Vikings et c'est un pari qui, comme tu l'as dit, tombe à l'eau pour Minnesota. C'est compliqué pour les Vikings dans leur division, mais même pour aller chercher une place en wildcard, quand tu vois comment ça se passe par exemple en NFC West avec les Rams, les Seahawks et les 49ers, c'est des équipes qui vont pas perdre beaucoup de matchs d'ici la fin de saison probablement. Donc la tête de division, ça va être compliqué, la wildcard est compliquée. Non, non, je pense, moi, compte tenu de la dynamique, je les vois pas aller en playoff et donc le pari est raté. Le pari est raté manifestement. Les Vikings qui iront à Green Bay la semaine prochaine pour affronter les Packers. Les Bears, eux, recevront les Steelers. Les Packers, justement, parlons-en parce qu'ils retrouvent enfin le chemin de la victoire après deux défaites consécutives. Green Bay s'est imposé à New York 27-20. C'est un succès qui s'est dessiné dans le quatrième quart-temps quand Jordan Love a conclu un drive de 65 yards par une passe de 17 yards vers Christian Watson pour un touchdown de la gagne à 3 minutes de la fin. Ces Packers-là, ils ont fait le travail, je l'ai dit, ça faisait deux défaites consécutives, il fallait qu'ils retrouvent la victoire et ils l'ont fait face à New York. Raph. Ils l'ont fait face à New York. La défense a encore été globalement solide. Alors peut-être pas contre la course, mais en tout cas dans les airs, ça a été plutôt bon. On a encore un très bon Micah Parsons. Après, c'est vrai que si on veut être un peu tatillon, on est toujours un peu plus avec les équipes qui sont des prétendantes ou en tout cas qu'on voit costauds. L'attaque reste problématique à mon sens depuis 3 semaines. On a un nouveau match en attaque où c'est trop sur courant alternatif, où il n'y a pas une vraie domination des Packers offensive de manière construite. Alors la blessure de Jacobs aide pas totalement, même si Emmanuel Wilson s'en sort pas si mal que ça au sol, mais c'est vrai que en dehors de quelques coups d'éclat sur des grosses passes pour Christian Watson, on a un jeu de passe, je trouve, qui avance pas vraiment. On fait pas bouger les chaînes, on vit vraiment par à coup et c'est jamais totalement rassurant. Est-ce que on leur donne le bénéfice du doute parce qu'il y a beaucoup de blessures? On le rappelle, Tucker Kraft est absent depuis 3 semaines désormais et on a vu que ça fait une grosse différence, hein. Tucker Kraft, c'était quand Mhm. même l'un des meilleurs tight ends cette saison. Jaden Reed, on en parle plus, mais il n'est pas là non plus depuis un moment. Tu l'as dit, Josh Jacobs est sorti touché. Jordan Love aussi a été touché. On a vu Malik Willis pendant quelques jeux. Ça finit en touchdown, certes, mais ça aide pas quand même à avoir une continuité dans le jeu d'attaque. Est-ce que ça peut être un facteur atténuant ou on reste dur sur cette attaque des Packers? Oui, oui, ça peut être un facteur atténuant, t'as raison. Il y a des blessures. Après, maintenant, le rôle de la fleur, enfin du coordinateur, du coach, puis du coordinateur offensif, etc., c'est aussi de commencer à trouver quelques solutions à l'absence de Tucker Kraft. Ça fait 3 semaines, tu vois. Enfin, il y a un moment, Tucker Kraft, s'il est absent, il va l'être toute la saison. Donc, il va falloir trouver des solutions autres. On a quand même un Matthew Golden qui a été choisi au premier tour, qui n'arrive pas à émerger. On n'arrive pas à le mettre dans les bonnes dispositions. Donc, je suis d'accord, il y a des circonstances atténuantes, mais c'est un peu encore une fois, c'est voilà, les grosses équipes, t'attends aussi de leur part qu'elles trouvent des solutions. C'est pas les excuses des effectifs très faibles, et donc il faut les trouver ces solutions. Et pour le moment, Green Bay est un peu souffle, à mon sens, trop le chaud et le froid en attaque. Ouais, alors qu'en défense, tu l'as dit, c'est plutôt solide. Sur les 10 matchs de cette saison, c'est la septième fois qu'ils encaissent que 20 points ou moins.
En NFL, c'est plutôt très solide et ça leur a permis de gagner. De l'autre côté, il y avait James Winston qui était titulaire dans ce match-là. Jackson Dart est blessé, on l'a dit, toujours en protocole commotion, il me semble. Il a fait du James Winston, il a parfois été très bon, notamment lors du premier drive, avec un touchdown dès le premier drive. Il y a des troisièmes tentatives qui sont plutôt bonnes, mais il y a aussi une interception qui est cruciale et qui fait très mal à cette équipe-là. Alors, il y a une incompréhension avec le receveur, c'est du fait aussi qu'il joue très peu depuis le début de la saison, que c'était son premier match. Mm. Mais c'est l'expérience Jameis Winston qu'on connaît depuis les Buccaneers, qu'on connaît depuis un moment désormais. Oui, c'est ça, tu l'as dit, expérience Jameis Winston. Sur quelques séquences, il y a des très belles passes, il y a une capacité à aller chercher la profondeur, les zones intermédiaires, et puis après, il y a ces petites erreurs. Tu l'as dit, je trouve que c'est pas une erreur 100% de Jameis Winston parce que son receveur manifestement a vraiment pas l'air de courir le tracé que lui attend. Alors après, dans ces situations-là, à qui la faute, toujours compliqué de le savoir de très loin, mais on a le sentiment en tout cas que les torts étaient un peu partagés. Bon, après, d'un autre côté, j'ai envie de dire que New York, de toute manière, joue pas grand-chose. Ils ont pas forcément intérêt à gagner non plus beaucoup de matchs. Donc, est-ce que c'est pas un mal pour un bien non plus de tester un peu tout le monde, de faire des revues d'effectifs je sais pas. Bon. Il y a eu un bon jeu au sol. Il y a 142 yards au sol. Tyron Tracy Jr. Hmm. qui gagne 88 yards. Devin Singletary qui marque un touchdown qui en gagne 44. L'absence de Cam Skattebo est bien compensé. Donc c'est vrai que c'est un des rares points, des bons points pour les Giants. Mais on le rappelle, les Giants qui ont licencié leur coach et qui étaient avec leur coach intérimaire, leur coordinateur offensif qui est passé coach principal. On verra ce que ça donne. Les Giants qui iront à Détroit affronter les Lions la semaine prochaine. Je l'ai dit, les Packers, eux, recevront les Vikings dans un match important dans cette NFC Nord, donc pour continuer à suivre le rythme des Lions et des Bears. Donc, on va passer à Hmm. un autre match désormais. Il aura fallu un Bryce Young record pour battre les Falcons, pour les Panthers. Une victoire 30-27 en prolongation qui doit beaucoup au jeune quarterback qui a lancé 448 yards. C'est le plus haut total de sa carrière. C'est aussi le plus haut total de la franchise devant les 432 yards de Cam Newton. Raph, les Panthers et Bryce Young notamment, on est toujours sur une inconstance chronique. La semaine dernière, il lance que 130 yards. Il est beaucoup critiqué. Là, ça commence pas très bien. Il est touché à la cheville. Et puis, il revient. Il fait une deuxième période quasiment parfaite, une prolongation au top. Et ils finissent par gagner ce match 27-30. On a toujours du mal à cerner ce Bryce Young. Mais quand on voit ce match-là, on se dit, on comprend pourquoi il a été drafté au premier tour, en premier choix, avec le premier choix. Oui, oui, bien sûr, on comprend. Il a des qualités manifestes qu'il n'arrive pas toujours à montrer, mais que là, il a montré, comme tu dis, cette équipe des Panthers, pour moi, c'est vraiment une des équipes les plus compliquées à analyser, je trouve, cette saison. T'as l'impression qu'il y a plusieurs saisons dans la saison des Panthers. Et là, d'ailleurs, encore une fois, on est en semaine 11. Jusque-là, le point fort des Panthers, c'était ce jeu au sol, la défense contre la course. Et depuis 2 semaines, Rico Dodell n'avance plus. Là, c'est Bryce Young qui te sort 40, plus de 400 yards. J'ai envie de dire un peu venu de nulle part. Parce que franchement, depuis le début de la saison, on n'avait pas le sentiment que cette attaque aérienne avait cette capacité à aller chercher ce résultat-là dans les airs. Donc pourquoi pas, ça arrive maintenant, tant mieux, et espérons que pour Bryce Young, ce soit une sorte de match déclencheur peut-être psychologique, hein, je sais pas, mais maintenant voilà, c'est la première fois qu'on le voit, on va avoir besoin d'en voir plus et d'être sûr qu'il peut le refaire, mais quoi qu'il arrive, ça reste positif pour les Panthers parce qu'ils battent un adversaire à leur portée, qui sont déjà à 6 victoires, c'est mieux que l'an dernier, donc malgré tout, il y a des choses intéressantes. Je vois que toi, tu es dans la team verre à moitié vide, en revanche, parce que c'était ma question d'après. Je disais d'habitude, les Panthers, ils sont bons au sol et on a l'habitude de dire que quand le sol ne va pas, ils ne peuvent pas gagner le Oui, match. Et là, c'est vrai que Rico Dodell, il est bien contenu. Il fait 19 courses, 45 yards. Et pourtant, il gagne quand même ce match-là avec Mike Millen, le rookie, qui est très bon, qui capte 2 touchdowns et 130 yards. Et donc j'avais envie de te demander si ce fait que dans les airs, ils sont bons, c'est pas bon signe de voir que l'attaque se développe. Quoi qu'il arrive, tu en as parlé un petit peu, mais quoi qu'il arrive, ils sont à 6 victoires, 5 défaites, c'est déjà mieux que l'an dernier. Ils sont pas loin de la tête de cette division-là, puisque on va en parler, les Buccaneers, vous le savez certainement, ont perdu, les Falcons ont perdu, les Saints sont loin. Est-ce qu'on les prend au sérieux quand même? Parce que peut-être pas pour les wildcards, encore que, mais pour gagner la division, pourquoi pas? En tout cas, ils sont à portée de tir de Tampa et si je dis pas de bêtises, ils doivent quand même les jouer encore 2 fois cette saison. Donc, mine de rien, en les jouant 2 fois, ils ont quand même en partie le destin une partie de leur destin entre leurs mains.
J'y crois pas trop encore à cause de cette inconstance que j'arrive pas à- que j'arrive, sur laquelle j'arrive pas à me positionner. Maintenant, il y a des éléments solides et intéressants, il faut bâtir dessus, mais c'est vrai que par rapport à Tampa, on les sent peut-être encore plus irréguliers, et à ce jeu-là, je donnerais quand même l'avantage de l'expérience aux Buccaneers quand même. Pour parler des Falcons, c'est l'inverse. On a l'habitude de dire que quand le jeu au sol va bien, ça va bien pour les Falcons et que c'est bon signe. Là, le jeu au sol a été plutôt bon. Bijan Robinson gagne 104 yards, marque 2 touchdowns, mais ils perdent ce match-là. Ils perdent aussi Michael Penix qui est mis sur la liste des blessés. On ne sait pas trop si c'est la fin de saison pour lui, mais ça pourrait y ressembler. Drake London a été touché aussi. C'est compliqué pour les Falcons, je te vois souffler. C'est très mauvais signe. Ouais, c'est compliqué, c'est encore vraiment eux aussi dans le genre indécis, inconstant. Ils sont peut-être numéro un bis avec les Panthers cette saison. Parce que mine de rien, t'as quand même une très bonne première mi-temps des Falcons. S'ils mènent 21-10 à la fin de la première mi-temps, t'as l'impression que globalement tout est en place et que le match est vraiment dans leurs mains. Et puis Penix se blesse, Drake London se blesse aussi, donc l'attaque perd deux joueurs importants. Kirk Cousins est pas au niveau, a plus de jus, clairement, on le voit en deuxième mi-temps. Et la défense s'écroule. Moi, je suis encore traumatisé et choqué de ce dernier touchdown des Panthers, quand même, où Theodora Macmillan est couvert par un linebacker. Je sais pas, tu es sur la dernière action du match, tu dois pas perdre le match et tu couvres le receveur numéro un avec un de tes linebackers. C'est quelque chose qui m'échappe totalement. Donc, il y a encore beaucoup de choses vraiment étonnantes du côté des Falcons. C'est là, pareil, vers à moitié vide peut-être, mais ouais, c'est compliqué. Là, je suis d'accord avec toi plutôt sur le verre à moitié vide. Tu disais qu'ils sont inconstants. Ils sont quand même constants dans la défaite actuellement. C'est la cinquième défaite consécutive. Pour moi, la saison est quasiment terminée, hein. Ils sont à 3 victoires, 7 défaites. Il y a la blessure en plus de leur quarterback. Kirk Cousins est là, certes, mais on le sait, c'est plus le Kirk Cousins d'avant. Donc c'est vrai que ça semble très compliqué pour eux. Ils iront à la Nouvelle-Orléans pour affronter les Saints la semaine prochaine, un adversaire à leur portée, certes, mais j'ai peu d'espoir pour les Falcons. Les Panthers, eux, iront à San Francisco pour affronter les 49ers. Ce sera lors du Monday Night Football de la semaine prochaine. Les 49ers, parlons-en justement parce que ce sont de eux qui est venu le gros score de la semaine dans l'Arizona, dans un duel de division face aux Cardinals de l'Arizona, dans ce duel de NFC West. Les San Francisco 49ers, eux, continuent leur montagne russe, hein, on en parlait depuis la semaine 3. Ils enchaînent victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Donc si vous voulez parier, vous savez ce qui se passe la semaine prochaine. Alors c'est face aux Panthers, on verra. Mais en tout cas, c'était la semaine de la victoire, ça n'a pas loupé. Ils étaient à 35-10 dans le troisième quart-temps. Les 15 dernières minutes ont compté un petit peu pour du beurre. Ça a fait un petit peu de garbage time, comme on dit. Mais surtout, j'ai envie de parler de cette attaque avec les retours de Brock Purdy, Raph. L'attaque semble retrouver de la santé quand même. Il y a quasiment toutes les forces vives. Brandon Ayuk n'est pas tout à fait, est pas tout à fait là encore, mais il y a quasiment tout le monde qui est revenu. Et quand on voit cette attaque-là qui fonctionne, on se dit, c'est pour ça que cette équipe-là, elle est à 7 victoires, 4 défaites, parce que l'attaque avec toutes les forces vives, c'est une bonne attaque. Oui, 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 c'est une bonne attaque. Elle est, comme tu dis, on retrouve Brock Purdy, Jawan Jennings, ça fait 2 semaines qu'il enchaîne enfin. Ricky Pearsall, on l'a très peu vu. Il a été ciblé qu'une seule fois, mais ou deux fois de mémoire. Mais bon, bref, en tout cas, retour aussi de Ricky Pearsall qui avait été bon l'an dernier. C'est une attaque très bonne. Je pense que Brock Purdy, la mine de rien, sur ce match, il a un peu éteint tout début potentiel de polémique sur est-ce qu'il fallait le remettre, Mac Jones et tout. On a quand même vu, à mon sens, hein, qu'il est encore meilleur que Mac Jones, encore plus précis, encore plus mécanique. Les lancers sont mieux. George Kittle a vraiment brillé là avec le retour de Purdy. Et en plus, même le jeu au sol fait peut-être son meilleur match en termes de yards par portée cette saison. Alors, est-ce que c'est l'impact d'un Brock Purdy qui focus la défense adverse et qui libère aussi plus d'espace au sol, peut-être? Ah, ça sera analysé sur les prochains matchs, mais non, non, cette attaque est encore meilleure et c'est vrai qu'elle revient en forme finalement pour le sprint final, j'ai envie de dire, donc au meilleur moment. Je trouve que là où c'est intéressant, tu parlais du jeu au sol, c'est qu'on a l'impression que Kyle Shanahan, à minima sur ce match, il a donné un petit peu moins de portée à Christian McCaffrey. Ouais. Il y a eu un peu plus du Brian Robinson, qui est un bon running back, Brian Robinson, qui a couru 8 fois. Alors, c'est pas énorme 8 fois, mais c'est 8 courses potentiellement qui étaient données à Christian McCaffrey en début de saison. Et ça donne un Christian McCaffrey qui est plus frais, qui est encore Mhm, plus explosif. tout à fait. Et du coup, le faire jouer un petit peu moins permet de le faire jouer mieux, on va dire. Et c'est le 17e match pour lui avec un touchdown à la course et un touchdown à la passe. Et donc, je trouve qu'il est bien plus frais. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Tu l'as dit, le retour de George Kittle. euh,
on va dire, avec Brock Purdy. C'était le deuxième match seulement où ils jouaient tous les deux. Donc ça aussi, ça a bien marché parce que George Kittle, il réceptionne deux touchdowns. De l'autre côté, les Cardinals, j'ai envie de te poser comme question, quoi de positif? Qu'est-ce qu'il y a à ressortir? Michael Wilson, peut-être le receveur qui capte 15 passes et 185 yards. Mais au-delà de ça, c'est compliqué, non? Oui, oui, c'est compliqué. Effectivement, la défense a été vraiment décevante parce que en toute la première partie de saison, j'ai envie de dire, on avait quand même une défense assez solide et qui là a explosé vraiment dans tous les sens, dans tous les aspects du jeu. Bon, l'attaque fait des stats en fin de match, hein, donc tant mieux, ça ravira les fans de fantasy football sans aucun doute parce que là tu peux accumuler de la stat dans le garbage time, ça fait plaisir. Mais non, non, il y a rien de positif chez les Cardinals clairement sur ce match et c'est déjà le. Il y avait rien de positif contre Seattle quand il s'était fait largement exploser par Seattle en première mi-temps il y a 2 semaines ou la semaine dernière, la semaine dernière. Donc c'est là, ça part un peu en autre boudin la troisième année de Jonathan Gannon qu'on avait encensé après deux saisons correctes et en progrès. Là, la troisième année part dans tous les sens. Ouais, on voulait voir de la progression. Il avait progressé chaque année. Là, ça semble compliqué d'avoir cette progression. Il y a cette question Kyler Murray. C'est vrai que la fin de saison va être peut-être pas intéressante, mais va poser beaucoup de questions pour les Cardinals. Tu parlais de fantasy. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes fantasy ou de propriétaires fantasy qui avaient Michael Wilson dans son équipe, mais si quelqu'un l'a pris, ben, bravo en tout cas. Pour ce qui est de Jacoby Brissett, il a battu le record de passes réussies en NFL sur un match. 47 passes réussies. Il a terminé à 47 sur 57. Le record avant, c'était Jared Goff avec 45 en 2019 et Drew Bledsoe en 94 qui dit qu'avant, on ne lançait pas le ballon. Drew Bledsoe qui avait réussi Mm. 45 passes en 94. Donc désormais, c'est Jacoby Brissett. Ça, sur un bingo, c'est pas mal. En Ouais, tout cas, c'est bien ça. il y a le record. Les Cardinals qui recevront les Jaguars la semaine prochaine. Les 49ers, je l'ai dit, recevront les Panthers pour continuer. Ça sera lors du Monday Night Football. Et justement, puisqu'on parle de Monday Night Football, parlons du match entre les Cowboys et les Raiders. C'est le deuxième Monday Night Football consécutif des Cowboys, même s'il y a eu une semaine de repos entre les deux. Ils avaient affronté les Cardinals il y a 2 semaines et ils étaient passés complètement à travers de leur match. On s'en rappelle, ils se sont rattrapés cette fois-ci. Une victoire autoritaire, 16-33 face aux Raiders, qui globalement n'étaient pas au niveau, hein. Le match était plié à la mi-temps, 24-9. Dak Prescott s'est régalé, 4 touchdowns lancés. Cette équipe des Cowboys, j'ai l'impression que c'est un peu le thème de ce podcast, elle est irrégulière, mais quand on l'affronte dans un bon jour, ça peut piquer. Là, c'est 380 yards de gagné pour les Cowboys. Oui, ça peut piquer, surtout en attaque, hein. On sait qu'il y a quand même un trio offensif, Prescott, CeeDee Lamb, George Pickens, extrêmement efficace dans les airs. Et quand ils arrivent à se trouver, que Dak Prescott en plus a peu de pression et que vraiment il a le temps, lui et ses receveurs, on va dire, ont le temps de faire la différence, c'est extrêmement compliqué à battre et à manœuvrer parce qu'ils sont capables d'aller mettre 30 points sans aucun problème et c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est pas une surprise du côté de Dallas. La bonne nouvelle, c'est la prestation défensive que j'ai trouvée très intéressante. On a un Quinnen Williams qui, pour son premier match, a été vraiment impressionnant avec un sac et demi, 5 quarterback hits. On a un Malik Cooker qui revient de la liste des blessés au poste de safety qui a aussi été très bon. Donc, bien sûr, il va falloir confirmer ça face à d'autres attaques que les Riders parce qu'on y reviendra de l'autre côté. Enfin, l'adversaire est quand même assez simple à bouger. Mais il y a quand même l'idée que les renforts que récupère la défense de Dallas peut permettre de jouer mieux en défense. Alors j'ai peur que ce soit trop tard cette année, mais il y a peut-être des bases solides malgré tout pour se projeter sur la suite. Justement, c'était ma question sur la suite. Est-ce qu'on peut croire encore en playoff? Ils sont à 4 victoires, 5 défaites et un match nul, un 4-5-1, c'est du football. Hmm. Mais est-ce qu'on y croit encore? Les prochains matchs pour les Cowboys, c'est Eagles, Chiefs, Lions. Ça semble compliqué quand même. Ça semble compliqué. Pour moi, le calendrier est trop compliqué. Et encore une fois, on en a parlé, mais cette NFC West, où le troisième de NFC West est déjà à 7 victoires, ça fait quasiment trois matchs. Alors avec le nombre de matchs joués, machin, ça fait quasiment 2 à 3 matchs déjà d'avance sur les Cowboys. Quand tu vois le calendrier restant des Cowboys, moi, ça me semble trop compliqué. Mais bon. Pour les Raiders, dans ce match-là, c'est déjà leur quatrième défaite consécutive, leur huitième en 9 matchs. Ils ont complètement abandonné la course. Ils ont lancé 42 fois pour 12 courses simplement. Est-ce que tu comprends, sachant qu'ils ont un Ashton Genty qui a été drafté pardon, très haut lors de la draft de l'année dernière, enfin de cette année, est-ce qu'on comprend la stratégie ou ça reste flou quand même? Ouais, ça reste flou. C'est clairement une des déceptions, ou en tout cas, oui, une des déceptions de la saison, hein, cette attaque des
Raiders. Alors, Geno Smith est pas bon du tout. Clairement, ça, on s'y attendait pas forcément après plein de bonnes saisons du côté de Seattle. Mais c'est vrai qu'Alshon Jeanty, en première mi-temps, il a que deux portées. Deux portées en première mi-temps. Alors, bien sûr que sa ligne offensive l'aide pas. Et même s'il en avait eu 10, peut-être qu'il aurait pas bien couru. Peut-être que ça aurait été compliqué. Mais mine de rien, ça aurait permis d'apporter un peu de diversité dans l'attaque des Raiders. Ça aurait permis de mettre un peu moins de pression sur les épaules de Geno Smith, qui était sous pression constante. Et ça, tu le fais pas. Il y a aucun jeu appelé un peu originaux pour Genty, un peu comme des choses qu'on peut voir un peu, par exemple, du côté des Lions avec un Jahmyr Gibbs, où tu le mets un peu en motion avant le snap et tu lui envoies le ballon. On sait qu'il peut capter quand même des ballons, Genty. Donc, non, il y a rien. C'est très compliqué offensivement, c'est compliqué défensivement, et c'est vraiment la. Je sais, ouais, c'est vraiment une cata. Je trouve sincèrement que c'est une cata ce qui se passe du côté des Raiders. Ouais, Ashton Genty, il est à 6 courses et 6 réceptions. Donc il a autant de réceptions que de courses. C'est vrai que c'est, comme tu le dis, c'est catastrophique. La semaine prochaine, ils recevront les Browns. Donc quand on voit que l'attaque ne marche pas, bon courage face à la défense des Browns. Les Mhm. Cowboys, eux, je l'ai dit, recevront les Eagles. Voilà, on termine cette NFC et on va passer désormais à l'AFC. Et on commence cette partie AFC avec Buffalo qui garde le rythme des Patriots en AFC Est. Après avoir vu leurs rivaux s'imposer lors du Thursday Night Football, les Bills étaient dans l'obligation de gagner à domicile face aux Buccaneers. Et c'est chose faite, 44 à 32 grâce à un très grand Josh Allen. Il a marqué 3 touchdowns dans les airs et a inscrit 3 touchdowns au sol aussi. Il a fallu attendre quand même le dernier quart-temps d'un match avec beaucoup de points pour voir Buffalo se détacher avec 2 touchdowns dans les 10 dernières minutes pour valider ce succès. Raph, il a rappelé quand même Josh Allen à tout le monde un petit peu pourquoi il était le MVP. Il n'y avait pas Dalton Kincaid sur ce match. Keon Coleman était mis sur le banc parce qu'il a été en retard à un meeting et Sean McDermott l'a mis sur le banc. Il a sorti des receveurs. Qui connaît Tyrell Shavers? Honnêtement, avant le match, je ne le connaissais pas. Il a montré quand même pourquoi il est le MVP en titre, Josh Allen. Oui, oui, il a montré pourquoi il est le MVP en titre, pourquoi Buffalo avec lui peut aller en playoff et espérer grand, parce qu'il a cette capacité à porter son attaque et porter l'équipe sur ses épaules. Bien aidé encore une fois par un James Cook qu'il faut pas oublier quand même, qui est une vraie bonne arme dans cette NFL. Mais c'est vrai que le quarterback des Bills est vraiment au niveau, il fait la différence dans tous les secteurs de jeu et ça porte Buffalo. Moi, cette hyper dépendance en Josh Allen me rassure pas totalement pour l'objectif final qui est le titre, hein, parce que globalement, s'il n'y a pas de titre à Buffalo, c'est une année pas ratée, peut-être pas exagérant, mais c'est une année décevante. Donc je continue à avoir les mêmes défauts du côté de Buffalo et cette hyper dépendance me rassure pas, mais en tout cas d'un point de vue individuel, Josh Allen fait 100% et même plus. Oui, tu parles d'hyperdépendance parce que certes, les Bills marquent 44 points, mais je l'ai dit, ils en encaissent 32. Ils étaient menés dans ce quatrième quart-temps. Et la défense, elle semble toujours avoir le même problème. Il y a un sol qui est très friable, 200 yards encaissés au sol sur ce match-là. C'est vrai que ça n'a pas tendance à rassurer. Le jour où Josh Allen marquera pas 3 touchdowns au sol, 3 touchdowns dans les airs, ça n'arrive pas souvent. Alors, il est souvent très bon, mais ça peut poser des questions. Bah oui, ça peut poser des questions, tu l'as dit. En plus, sans faire injure à Sean Tucker, c'est quand même pas le coureur numéro un en NFL contre qui ils prennent ça et Rashad White, c'est pas le duo numéro un de la NFL. Ils autorisent 134 yards après contact, les Bills, sur ce match à la course. 134 yards, 5 courses de plus de 15 yards. C'était déjà un point faible qu'on avait vu à l'intersaison, qu'on a vu plusieurs fois cette saison, et on sait à quel point la maîtrise du sol en playoff, elle est importante. Ne pas se faire rouler dessus par l'attaque adverse, ne maîtriser le tempo, tu l'as dit, et Josh Allen ne pourra sans doute pas faire 6 touchdowns par match. Donc moi, je reste inquiet là-dessus. Ça les empêchera pas de gagner beaucoup de matchs, c'est sûr, mais dans la quête du titre, je reste inquiet, ouais. Une toute petite mention aussi pour les équipes spéciales des Bills C'est vrai. qui ont été très bonnes parce qu'ils gagnent quasiment 220 yards au total sur les retours de coups de pied, que ce soit punt, que ce soit kick-off, avec Ray Davis, Mecole Hardman. Ça a été important. Ça aide aussi à avoir un terrain un peu plus court pour l'attaque. Pour les Buccaneers, tu l'as dit, ils ont été bons au sol, mais il semble quand même qu'il manque de cibles dans les airs. Baker Mayfield a tenté. Il finit avec 173 yards, un touchdown, une interception, mais Mike Evans n'est toujours pas là. Chris Godwin n'était pas là. Emeka Egbuka est désormais bien surveillé. Il semblerait que cette attaque-là, malgré un sol qui marche bien, les cibles commencent à manquer. Oui, oui, les cibles commencent à manquer et elles manquent même depuis un petit moment, c'est certain.
Après, c'est vrai que sur ce match, malgré tout, t'as du mal à reprocher quelque chose à une attaque qui met 32 points. Alors, un peu moins, mais bon, bref. Elle fait globalement, et d'ailleurs Todd Bowles l'a dit, hein, que normalement tu perds pas le match quand tu inscris 32 points. Ils perdent clairement ce match en défense. Mais c'est vrai que malgré tout, on sent qu'il manque un peu de ressources là, du côté des Buccaneers. Ça fait un petit moment qu'on le sent et ils ont besoin de retrouver 2-3 joueurs d'ici la fin de saison, ce qui devrait arriver. Donc ça, c'est le positif. Et je pense quand même qu'il y a peut-être aussi une petite erreur stratégique de Todd Bowles quand il punt à 5 minutes de la fin ou à 6 minutes de la fin, plutôt que de jouer une quatrième tentative sur leurs 40 yards, c'était une 4 et 2. Ils décident de punter et finalement ils ne revoient jamais le ballon et surtout ils se prennent un touchdown après 4 minutes de possession quasiment. Ça les met trop loin derrière en termes de chrono, etc. Il aurait peut-être fallu faire confiance à Baker Mayfield là-dessus. Bon, après, ils prennent trop de points et la défense est décevante clairement. Ouais, défense décevante, c'est la deuxième défaite consécutive les Buccaneers, la troisième défaite en 4 matchs. Est-ce qu'avec cette défense-là, la division peut leur échapper? On en a parlé un petit peu quand on parlait des Panthers tout à l'heure. Tu penses que ça reste quand même la valeur sûre de cette NFC Sud? Oui, moi je pense que ça reste la valeur sûre. J'ai pas de mal quand même à imaginer cette défense faire un peu mieux et puis elle va pas rencontrer tout le temps des attaques comme celle de Buffalo et menée par Josh Allen. Donc je pense que l'un dans l'autre ça va aider et l'attaque me semble suffisamment forte et constante malgré les manques de ressources pour, pour prendre la division. Ouais. La semaine prochaine, les Buccaneers, ils iront à Los Angeles pour affronter les Rams lors du Sunday Night Football. Donc ça va être un beau test pour eux. Les Bills, eux, joueront dès jeudi. Ça sera face aux Texans, ça sera à Houston pour le Thursday Night Football. On passe à peut-être la plus grosse surprise de la semaine, les Jaguars qui ont non seulement battu les Chargers, mais ils les ont surclassés. Une victoire 35-6 qui ne souffre d'aucune contestation. Jacksonville était peut-être vexé hein, de la défaite historique de la semaine dernière face aux Texans, justement. Ils ont laissé aucune chance aux Chargers qui est resté sur eux sur 3 succès consécutifs. Raph, j'ai envie de te laisser le choix sur quoi démarrer. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez les Jaguars cette semaine? Est-ce que c'est la défense qui n'a autorisé que 135 yards et 8 first down euh, dans ce match-là? Ou est-ce que c'est l'attaque qui a inscrit 5 touchdowns à peut-être l'une des meilleures défenses de la NFL qui n'a jamais punté dans ce match-là? Je trouve que l'attaque a été vraiment impressionnante et peut-être plus que le résultat comptable dans la manière. J'ai été assez impressionné notamment par leurs deux drives à cheval, si je dis pas de bêtises, sur la deuxième mi-temps Ouais, et la troisième. j'ai les statistiques si tu veux. Les deux drives, le premier, c'est 11 jeux, 65 yards, 7 minutes. C'était dans le troisième Ouais. quart-temps. Et le deuxième, c'est 16 jeux, 76 yards et 9 minutes. C'est à cheval dans le troisième et le quatrième quart-temps. Donc imaginez-vous, faites le calcul. On est à plus de 16 minutes de possession sur deux drives simplement. Ouais, j'ai trouvé ça assez impressionnant et mine de rien, ça permet quand c'est toujours quelque chose qu'on dit et c'est jamais évident à faire, mais ça permet quand même de maintenir ta défense un peu plus au repos, de maintenir un Justin Herbert sur le banc pendant longtemps. Enfin, les Jaguars sur ce match, ils ont quand même le ballon 38 minutes. Donc sur la vingtaine de minutes que les Chargers ont le ballon, mine de rien, ils affrontent une défense plus fraîche. Tu laisses moins de temps à Justin Herbert pour essayer de créer la différence. Alors peut-être qu'il l'aurait jamais créé sur ce match vu comment il était en difficulté, mais je trouve que quand tu mets le meilleur joueur adverse sur le banc le plus longtemps possible, c'est quand même assez positif. Et il y a une vraie capacité, je trouve, chez Liam Cohen à faire des drives assez construits grâce au sol, hein, qui marche globalement très bien quand même. Et je trouve ça assez impressionnant, ouais. Ouais, le sol, c'est 192 yards sur ce match-là. On le sait, hein, Liam Cohen qui a redonné vie un petit peu au sol des Buccaneers les saisons précédentes, qui redonne vie un peu à Travis Etienne, on l'a dit. C'est vrai que c'est très bon, je l'ai dit, il ne puntent pas sur ce match-là. Il gagne le temps de possession, tu l'as dit, 38, alors que les Chargers est l'équipe habituellement qui a le plus de possession en NFL. Et je trouve qu'ils ont surtout gagné la bataille des tranchées, que Mm. ce soit offensivement, tu l'as dit, avec de l'espace pour Trevor Lawrence et puis un jeu au sol avec des brèches, mais aussi en défense, avec beaucoup de pression sur Justin Herbert. Et ça a donné un match compliqué pour Justin Herbert. La ligne offensive, elle a été catastrophique de l'autre côté. C'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que, et l'une des rares fois en plus où Justin Herbert a eu du temps, il lance une interception qui passe au-dessus de la de McConkey. Donc c'est vrai que c'est ça pour les Chargers. Alors ils sortaient de 3 victoires consécutives, mais ils sont passés complètement à travers leur match. Oui, oui, ils sont passés complètement à côté de leur match. C'est vrai que là, Justin Herbert a l'habitude de prendre la pression, mais peut-être pas toujours des pressions qui se concluent par des sacs. Et là, mine de rien, les Jaguars arrivent à en faire trois.
Il a été emprunté clairement, il a eu du mal à trouver ses receveurs sur les peu de fois où il avait à le faire, hein, parce que il lance au total, il lance que 18 passes. L'ami de Justin Herbert, c'est son plus petit total de la saison, 18 passes lancées. Avant ce match, le plus petit, sauf erreur de ma part, c'est 25 passes. Donc mine de rien, le peu de temps qu'il a eu en plus sur le terrain, il suffit que tu sois moyen, voire pas bon sur le peu de temps que tu passes sur le terrain, et mécaniquement la défaite est d'autant plus évidente. Et donc c'est vrai que là-dessus, les Chargers ont presque été pris à la gorge par cette équipe des Jaguars et qui a exposé. Et finalement, cette victoire des Jaguars, c'est déjà celle qu'ils auraient dû avoir la semaine dernière si c'était pas fait remonter dans le quatrième carton de manière inexpliquée. C'était déjà un peu la même méthode, on va dire, pendant trois quarts-temps. Et bon, maintenant, faut réussir à l'appliquer de manière plus consistante, on va dire. Mais justement, est-ce que c'est pas encore plus frustrant pour les Jaguars? Parce que là, ils sont à 6 victoires, 4 défaites. La semaine dernière, je l'ai dit, alors oui, bien sûr, avec des si, on peut refaire tous les matchs. Mais l'an dernier, le match, il était quand même quasi. La semaine dernière, pardon, le Ouais, match, il ouais, était ouais. quand même quasiment gagné. Le retour des Texans est historique. Il n'y a même pas de CJ Stroud. Et ils auraient pu être, alors bien entendu, c'est des si, mais ils auraient pu être à 7 victoires et 3 défaites devant les Chargers qu'ils ont affrontés, qui sont à 7-4. Et ils auraient pu être très bien placés pour la division, pour les wildcards. Et là, ils se retrouvent à 6-4, c'est pas mal, mais c'est encore plus frustrant quand même quand on voit ce que cette équipe est capable de faire. Oui, c'est plus frustrant parce que, comme tu dis, sur pas mal de séquences, ça donne vraiment l'impression que l'équipe peut être solide avec ce jeu au sol, cette domination dans les tranchées. Le match contre les Texans va leur coûte vraiment cher parce qu'ils devraient être à cette victoire. On va voir hein, d'ici la fin de saison comment ça se passe. Il y a un calendrier qui me semble globalement abordable, à quelques exceptions près, mais où tu peux quand même aller chercher encore des victoires. Donc peut-être que ça va suffire, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et maintenant, Liam Cohen, pour sa première année, maintient les Jaguars au bout de 11 semaines en course pour les playoffs. Donc on va voir à la fin, on fera le bilan, mais c'est frustrant, mais par rapport à l'an dernier, c'est quand même pas si mal. Ouais, il faudrait juste pas qu'il le regrette à la fin de la saison, mais c'est vrai que c'est, comme tu l'as dit, c'est pas si mal. Après, en effet, il y a une défense des Chargers qui prend 35 points, c'est rare. La seule fois où ils avaient pris plus de 30 points, c'était face aux Colts, 38, et ils avaient perdu. Donc c'est souvent signe de défaite. Les Chargers qui seront en semaine de repos la semaine prochaine, ils en ont bien besoin aussi pour soigner les nombreuses blessures. Ils affronteront les Raiders ensuite. Les Jaguars, eux, iront dans l'Arizona pour affronter les Cardinals. On va passer, pour quasiment terminer ce podcast, à l'AFC Nord. Il y avait deux matchs entre les quatre équipes de l'AFC Nord. On commence par un match qui a été très tendu. C'est peut-être l'une des dernières grosses rivalités de ces dernières années. Pittsburgh et Cincinnati. Je réfléchissais, j'essayais de chercher d'autres rivalités où il se passe des choses comme celui-ci en NFL, comme celle-là, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce sont les Steelers qui se sont imposés 34-12 dans une rencontre qui a été quand même beaucoup plus serrée que le score peut l'indiquer quand même. Euh, je l'ai dit, Raph, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu la blessure d'Aaron Rodgers. Il y a cette altercation entre Jamar Chase et Jalen Ramsey qui a vu Ramsey être exclu, puis ensuite a vu Jamar Chase être suspendu pour le prochain match. Il y a eu des défenses plutôt solides. Qu'est-ce que tu retiens dans ce match-là entre les Steelers et les Bengals? Qu'est-ce qu'on retient? Peut-être ouais, cette défense des Steelers qui est encore par séquence capable de faire la différence et c'est vraiment quelque chose dont Pittsburgh a besoin pour avoir des espérances et des espoirs d'ici la fin de saison. Donc peut-être cette défense, cette capacité qu'elle a, peut-être pas toute la saison et encore trop par intermittence, mais à faire la différence. La blessure d'Aaron Rodgers aussi, mine de rien, au poignet, à voir ce que ça va donner. Mais bon, c'est. Encore une fois, moi je trouve, après, encore une fois, de manière plus globale, c'est une victoire de Pittsburgh face à une équipe à sa portée, parce que bien coaché, tout ça. Mais c'est pas un match dont tu ressors en disant, OK, ils ont les armes pour faire quelque chose, quoi. Pour le coup, pour parler des Bengals, c'est pas aussi un peu frustrant. Alors certes, ils prennent 34 points, mais j'ai l'impression que la défense a été plutôt bonne sur ce match-là. Et l'attaque, pour le coup, qui d'habitude marque quand même pas mal de points, ne marque qu'un touchdown sur ce match-là. Elle donne aussi deux ballons qui finissent un touchdown. Donc il y a 34 points, mais il y en a au moins 14 qui ne sont pas encaissés directement par la défense. Pour une fois que la défense a été, si ce n'est très bonne, elle a été correcte, c'est l'attaque qui abandonne un peu cette équipe. Oui, c'est vrai, si on enlève ces touchdowns défensifs qui sont pas du fait de la défense des Bengals. C'est la première fois depuis 7 matchs qu'ils encaissaient moins de 27 points. Donc, mine de rien, c'est déjà un progrès pour eux, 20 points. Je te rejoins. Pour une fois que le match est correct de leur part, c'est en attaque. Et pourtant, ça marchait bien, l'attaque de Cincinnati depuis le début de saison et même depuis l'arrivée de Joe Flacco il y a quelques matchs.
Donc ouais, encore une fois, c'est une équipe de Cincinnati où pour moi on en revient aussi à ce sujet du coaching où jamais tout le monde est vraiment en même temps au bon moment. Un coup, quand la défense va un peu mieux, finalement c'est l'attaque qui trouve pas de solution, pas d'adaptation en cours de match. Donc je te rejoins, c'est frustrant, ouais. Et il y a un Joe Burrow qui pourrait revenir. Est-ce qu'on le fait revenir? Est-ce qu'on attend? Là, la saison, elle est quasiment terminée. Il y a 3 victoires, 7 défaites. Il n'y a pas grand-chose à tirer. La semaine prochaine, ils joueront face aux Patriots, qui, eux, sont dans une bonne passe. Il n'y aura pas Jamar Chase. Pas sûr qu'on on force le retour de Joe Burrow à ce rythme-là. Non, pas sûr qu'on le force. Il y a peut-être pas beaucoup d'enjeux là-dessus. À voir à quel point, je sais pas, il y a des joueurs aussi qui aiment bien reprendre un peu le terrain pour se dans le processus, on va dire, de guérison, entre grosses guillemets, reprendre un peu de rythme et tout ça, je sais pas. Pour moi, là, c'est vraiment un sujet presque de médecin, quoi. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de prendre un risque de santé ou pas? Pour les Steelers, c'est une victoire grâce à la défense, tu l'as dit. Ils joueront les Bears à Chicago la semaine prochaine. Ils sont toujours premiers de leur AFC Nord, de leur division, avec 6 victoires, 4 défaites. Il y a les Ravens qui sont pas si loin derrière, des Ravens justement qui ont dû batailler dans l'autre match de cette division. Ils se sont imposés à Cleveland 23-16 dans une rencontre, elle aussi, marquée par les défenses. Les partenaires de Lamar Jackson étaient menés de 6 points au début du quatrième quart-temps. Il aura fallu 2 field goals et une course de 35 yards de Mark Andrews dans les 15 dernières minutes pour s'imposer. Ils reviennent à 50%, raflent les Ravens sur leur bilan. Ils enchaînent leur quatrième victoire consécutive. Mais sur ce match-là, c'était pas très beau quand même. Non, non, c'était pas très beau pour les Ravens. J'ai envie de te dire que vu où ils en étaient il y a 5 semaines, c'est pas l'importance, le style hein, pour Baltimore là, dans cette course, dans cette tentative de remonter dans la course au playoff. Seule la victoire compte, mais oui, c'était pas beau. Lamar Jackson n'a pas été bon, sauf sur un drive ou deux, sinon il a vraiment pas été bon pour le coup. Il y a pas eu grand-chose, il y a que Mark Andrews qui a un peu sorti son épingle du jeu en attaque. La défense a été bonne, mais enfin, vu l'attaque en face, c'est pas le challenge de l'année. Donc, côté Baltimore, pour le coup, je crois vraiment qu'on peut dire qu'il y a juste la victoire à retenir, hein. Ouais, Lamar Jackson qui a lancé 2 interceptions. Alors, il y en a une qui est typée notamment, mais alors, les deux sont typés globalement, mais c'est un peu compliqué. Derrick Henry a plutôt été pas mal, 18 courses, 103 yards, un touchdown. Mais c'est vrai que cette attaque-là, elle a été en difficulté. Il faut dire que la défense des Browns a été bonne. Ils ont saqué Lamar Jackson à 5 reprises, donc 4 de Miles Garrett. Devin Bush, lui, a intercepté un ballon, il a retourné en touchdown. C'est le seul touchdown des Browns sur ce match-là. La défense a été bonne, à l'inverse de l'attaque. Raph, on a vu un Dylan Gabriel qui a pas eu du succès, qui a eu une commotion en plus qui est sortie. Shader Sanders est rentré, ça n'a pas été beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu as pensé de la première de Shader Sanders, Jim Harbaugh, je ne sais jamais si c'est John ou Jim. C'est John Harbaugh à Baltimore. John Harbaugh lui a mis beaucoup de pression quand même. Oui, oui, bah écoute, son premier match, Sanders, ça n'a pas été bon, hein. Il a 4 sur 16 pour 47 yards, une interception, beaucoup de passes pas bien dosées, imprécises. Ça n'a pas été bon. Après, on va l'excuser dans le sens qu'il rentre en cours de match. Il a même pas vraiment la semaine entière pour se préparer. Il fait qu'une mi-temps face à Baltimore. Tu l'as dit, qu'une équipe expérimentée, un coach expérimenté, jamais évident en plus pour un rookie. Donc voilà, y a pas, on va pas tirer de grandes conclusions sur Sanders, mais en tout cas, il n'a pas été bon, ça c'est sûr. Et je pense que si on fait un best-of ou une compilation de toutes tes intros sur les Browns cette saison, je pense qu'à chaque fois, on va avoir la défense a été bonne, l'attaque a pas été bonne, ils ont perdu. Et globalement, c'est ça depuis 11 semaines, quoi. Tu es en train de dire que je me répète? Non, mais c'est pas de ta faute, hein. Pour le coup, là, franchement, tu peux pas faire autrement. C'est vraiment un scénario copié-collé de Cleveland sur 11 matchs, hein. C'est défense qui tient plus d'une mi-temps et derrière, ça finit par s'écrouler. Enfin, c'est assez, c'est Ouais, assez c'est triste. c'est la frustration ultime, c'est vrai pour les Browns. Petite info qui m'a surpris, je la donne comme ça, les Ravens ont battu Cleveland 2 fois cette saison. C'est la première fois depuis 2020. Alors Ok. 2020 c'est 5 ans, mais c'est la première fois depuis 5 ans que les Ravens, qui ont quand même globalement depuis 5 ans une très bonne équipe, et les Browns, qui ont une équipe un peu plus en difficulté, battent C'est dire que ces matchs de division sont toujours Hmm. un peu compliqués. Et d'ailleurs, justement, je le disais, les Ravens sont revenus à 5-5. Ils ont commencé leur saison à 1-5. Ils ont quand même leur destin entre leurs mains puisqu'ils n'ont pas joué les Steelers encore. Ils vont jouer les Steelers à 2 reprises cette saison.
Donc globalement, si les Ravens gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, ils seront champions de division, c'est à peu près sûr. Maintenant, il faut les gagner. En tout cas, la semaine prochaine, ils recevront les Jets. Les Browns, je l'ai dit, iront à Las Vegas pour affronter les Raiders. Dernier match de ce podcast, dernier match de l'AFC, un duel dans l'AFC Sud cette fois-ci. Et comme la semaine dernière, les Texans nous ont offert un thriller. Comme la semaine dernière, il a fallu attendre les derniers instants pour les voir s'imposer. Cette fois, c'est pas un touchdown, mais c'est un coup de pied qui leur a permis de battre les Titans de 3 petits points. 16-13. Pourtant, Cam Ward avait réussi à organiser un drive de 95 yards dans les 3 dernières minutes pour égaliser. Mais Davis Mills, lui, a réussi à mettre son kicker en bonne position. Là aussi, peut-être que je me répète, Raph, mais encore une fois, les Texans se sont réveillés en deuxième période. Il y avait 3-0 pour Tennessee à la mi-temps. Et finalement, ils ont réussi à s'imposer, les Texans, comme la semaine dernière où se sont réveillés bien tard. Oui, 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 ils réussissent à s'imposer là pour le coup encore plus grâce à leur défense que la semaine dernière parce que leur défense a vraiment maintenu Tennessee à portée de tir. C'est quand même un peu la preuve je trouve, hein, que le quatrième quart-temps de la semaine dernière contre les Jaguars avec la trentaine de points marqués, c'était un peu un épiphénomène parce qu'on voit que là, Davis Mills n'a pas cette constance pour faire marquer 20, 25 et plus points et plus à son attaque chaque match. Donc vraiment, ils s'en sortent quand même de manière chanceuse. Après, pareil, ils sont en opération remontée, donc l'important c'est de l'avoir gagné, mais c'est pas forcément hyper rassurant pour non plus pour la suite du calendrier de voir que l'attaque en vrai galère. Elle galère et que là ça passe face aux Titans, qui est une équipe jeune, inexpérimentée, mais t'en parlais jeudi face aux Bills. Si t'attends le dernier quart-temps pour mettre plus que 3 points à Buffalo, enfin, je prends les paris que c'est la défaite au bout quand même, hein. Ouais, clairement, clairement. Et là aussi, on se répète, mais la défense des Texans est bonne et l'attaque est Mm. toujours un peu plus en difficulté. Après, ils reviennent à 50%, tu l'as dit, c'est une opération remontée pour eux. C'est la première fois de la saison qu'ils sont à 50%, ils sont à 5-5, ils viennent de gagner 3 matchs sur les 4 dernières semaines. C'est plutôt une bonne période. On a vu un Nico Collins qui a un plutôt bon feeling avec Mm. Davis Mills, 9 réceptions, 92 yards, un touchdown. Voilà, il va falloir continuer. Peut-être que CJ Stroud pourra revenir la semaine prochaine, mais c'est même pas potentiellement le problème de quarterback. C'est vraiment, on l'a dit, la ligne offensive, on a l'habitude. De l'autre côté, les Titans, eux, ils étaient, et c'est encore une fois le thème de ce podcast, ils étaient très frustrés. Mais là, on a vu les images. On a vu les images de la défense des Titans qui a quasiment gueulé sur l'attaque parce que ils ont réussi à tenir, à maintenir l'équipe dans le match, on va dire. Il y a 3-0 à la mi-temps. Et cette attaque arrivait à rien faire. Il y a Calvin Ridley qui s'est fracturé le péroné. Saison est terminée pour lui. Il y a ce drive de 95 yards à la fin. Mais l'attaque, globalement, elle est très frustrante. Et je comprends que cette défense, et notamment, je crois que c'est Jeffrey Simmons qui criait sur Mm. cette attaque, soit très frustré. Oui, 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 c'est compréhensible que Simon soit très frustré. L'attaque est en difficulté totale. Pour le coup, j'ai presque envie quand même de mettre de côté Cam Ward, le rookie, dans le sens où je trouve que lui, pour le coup, d'un point de vue individuel, fait pas un match si mauvais face à une défense qui est quand même très compliquée à jouer. Je veux dire, la défense des Texans, c'est une défense qui pose des problèmes à plus d'un quarterback. Et Cam Ward, sur ce match, est propre. Il commet pas d'erreur. Alors, il porte pas les Titans à la victoire, certes, mais il commet pas d'erreur. Pour dire à quel point il est seul sur ce match, quand même, avec 33 yards, c'est le meilleur coureur de son équipe. Donc, je veux dire, il n'y a pas de jeu au sol, il y a Calvin Ridley blessé. Donc, ça veut dire que ta cible numéro un derrière, c'est qui? C'est Chigo Konko, le tight end. Bon, pour le coup, je trouve quand même que là, sur ce match, Cam Ward montre des choses intéressantes, montre un certain progrès. C'est juste qu'il n'y a personne autour de lui. Et je comprends la défense frustrée, mais en même temps. La défense, elle peut être aussi frustrée. Il faut peut-être aller voir les dirigeants, hein, et demander pourquoi il n'y a personne pour nous aider. Parce que franchement, face à la défense des Texans, tu veux faire quoi avec cette escouade? Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, Ils sont à une victoire, 9 défaites. Comme tu l'as dit, je pense qu'ils ont trouvé leur quarterback. Alors, il faut le développer. Ça sera peut-être le boulot du nouveau coach. On le rappelle, ils ont un coach intérimaire pour l'instant. Mais c'est vrai que Cam Ward, en tout cas, il monte de choses correctes. 24 sur 37, 194 yards, un touchdown. Alors, c'est pas exceptionnel, mais on le rappelle, c'est face à une très bonne défense, voire l'une des meilleures défenses de la ligue. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, il faudra l'entourer avec des running backs. Tony Pollard, il est qu'à 22 yards avec des receveurs. Est-ce que tu sais que Tyler Lockett n'est plus receveur aux Titans? ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, ouais. Il est aux Raiders, on n'en a pas parlé, je voulais te le dire tout à l'heure, il est aux Raiders, il a rejoint Pete Carroll. Bon voilà, en tout cas les Titans recevront les Seahawks la semaine prochaine, les Texans, on l'a dit, joueront dès ce jeudi face aux Bills, et nous c'est ainsi qu'on termine cet épisode 936 du podcast Touchdown Actu. Alain nous a autorisé 1h10, on va vraiment pas être loin, j'ai quasiment fait un tout pile, donc on est plutôt pas mal. Merci Raph d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, Lucas. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour la semaine donc 12 de cette NFL. Il y aura Thanksgiving la semaine d'après aussi, donc on aura l'occasion de vous en parler, mais il y aura pas mal de matchs le jeudi, et d'ailleurs il y a même un match le vendredi, je crois, que la NFL propose ça depuis 2 semaines, depuis 2 ans désormais. En tout cas, bon, il y aura beaucoup de choses. En tout cas, sur cette semaine-là, il y a la preview dès demain, il y a encore tous les podcasts dont vous avez l'habitude en fin de semaine, Rouler Jeunesse, la fantasy, beaucoup de choses sur le site aussi, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. On se dit à très vite. Ciao, ciao.